quelques instants, notre TGV s'arrêtera en gare de Bar-le-Duc. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage. Veuillez vous assurer que vous n'avez rien oublié à votre place. Bar-le-Duc, 2 minutes d'arrêt. Hématome, de Romain Slocombe. Une passagère aux cheveux bruns et courts se lève de son siège et récupère un sac sur le porte-bagages. L'expression du visage d'Anne Chamberlain est crispée. Une angoisse vague lui serre la poitrine. Cela fait 20 ans qu'elle a quitté cette ville où elle est née et qu'elle vit s'écouler les 11 premières années de son existence. Anne pensait ne jamais revenir, jusqu'à cette invitation apparue 15 jours plus tôt sur la messagerie de son ordinateur. Une invitation difficile à refuser. En art plastique, les résidences intéressantes se font rares. Dommage qu'on ne lui ait pas choisi un train pour la gare Meuse TGV au lieu de Bar-le-Duc. Mais la jeune artiste déteste jouer les difficiles. D'entrée de jeu, imposer aux autres des caprices de prima donna. Tant pis. Elle et Hermann Frisch ne feront que traverser la ville de toute façon. À moins que le directeur du centre n'ait prévu de déjeuner sur place avant de reprendre la route du vent des tranchées. La rame s'immobilise. Anne Chamberlain pose le pied sur le quai de la gare. Une employée en bleu de travail neuf, bottes de caoutchouc et casque plastique orange fluo, la croise en lui adressant un sourire radieux au passage. Surprise, elle se retourne, suit du regard l'employé casqué tandis que celle-ci traverse les voies, rejoint un train local à l'arrêt et s'en va bavarder avec le conducteur de la motrice. La voyageuse reprend sa marche vers la sortie. Cette ville dont elle ne garde que de sinistres souvenirs a peut-être changé du tout au tout. Ou bien sa propre vision a été déformée par le drame vécu jadis. Anne hausse les épaules. Dans le hall de la gare, elle cherche à reconnaître Hermann Frisch. Un chauffeur de taxi, debout devant l'entrée, tient un écriteau, M. Blancart. Assises, deux dames âgées causent à voix basse. L'une d'elles lève la tête pour jeter un œil soupçonneux à l'arrivante, qui sort son portable de son sac à main, hésite avant de sélectionner le nom du directeur dans son répertoire. Au même moment, un homme d'une 40aine d'années, à la carrure sportive, en blouson de jean, pénètre à pas vifs dans le hall. Il porte des lunettes à monture rectangulaire, ses cheveux longs et noirs lui descendent aux épaules. Le regard de l'homme s'arrête sur elle. Il s'approche, la main tendue. Anne Chamberlain, je suis Hermann. Soyez la bienvenue chez nous. Bonjour. Vous ne ressemblez pas à votre portrait sur Facebook, mais vous êtes plus jolie encore. D'ailleurs, les filles moches ne mettent pas leurs photos en général. Anne lève les yeux au ciel. Ça commence bien. Elle ne supporte pas ce genre de remarques. Désolé des retards. Il y a des embouteillages en ville à cause des travaux. Donnez-moi votre sac, il me paraît lourd. Non, merci, ça ira. Ils sortent sur la place, vaste et banale sous le ciel gris. La silhouette de Raymond Poincaré, debout, sur le socle dressé au milieu du gazon soigneusement tondu, leur tourne le dos. Au-delà, un massif hôtel de la gare à la façade rose sous les toits d'ardoise semble nouveau pour Anne qui a quitté les lieux avant sa construction. Avec un pincement au cœur, elle reconnaît, fermant le paysage, la ville haute, ses tours et ses bâtisses moyenâgeuses. Le bar que tenait sa mère était de ce côté. Hermann Frisch déverrouille les portières d'un coupé Peugeot 406 bleu métallisé garé sur le parking. Il ouvre le coffre. Anne y dépose son sac avant de s'installer sur le siège du passager. L'Allemand met le contact. Il est encore tôt, je suggère que nous fassions déjà une partie du chemin avant de nous arrêter pour midi. Oui, je préfère. La Peugeot franchit le canal, longe un parc et son château, naguère la résidence d'un grand patron de banque, et quitte la ville en empruntant la voie sacrée. Plantés au bord de la route, des agrandissements d'anciennes photos en noir et blanc découpent les silhouettes des soldats de la Grande Guerre. Le front n'est pas loin. Sur le côté gauche de la Nationale, un cimetière rassemble ses croix et ses caveaux de famille aux toits pointus, sculptés dans la pierre. Immense et grisâtre cité des morts contenue derrière des murs lugubres. La jeune artiste frissonne. Paul Chamberlain, son père,
repose peut-être sous une de ces dalles. Elle ignore tout du lieu de son dernier séjour, n'est jamais allée se recueillir sur la tombe. Après qu'il les a quittés, elle et sa mère n'ont plus rien eu à voir avec lui. C'est à peine si Anne se rappelle l'année de sa mort. Elle n'habitait déjà plus Bar-le-Duc à cette époque. Une lettre est arrivée annonçant le décès avec 3 semaines de retard et signée par sa deuxième épouse. La mère d'Anne a jeté la lettre à la poubelle. L'homme ne laissait derrière lui que des dettes et le souvenir des disputes et des coups. Le cimetière suivant est un cimetière militaire, croix blanche, toutes identiques, des centaines, en alignement régulier comme pour la parade. La route est celle de Bar à Verdun. Jadis, elle fut parcourue 4 années durant et sur une 60aine de kilomètres par le flot ininterrompu des pièces d'artillerie, des tanks, des camions bâchés. Ceux de droite montaient vers le front, transportant les soldats, les munitions, les vivres. Ceux de gauche ramenaient les blessés ou évacuaient les gens des villages. Anne observe les collines boisées, maussades et tristes sous le vent froid d'un printemps tardif. Ce paysage immuable que traversèrent des milliers d'hommes en marche vers leur destin. Le vent des tranchées est une expérience unique en son genre, et c'est une fierté pour moi d'en assumer la direction. Au cœur de la Meuse, 6 villages forestiers, 5000 hectares de forêt vallonnée, 45 km de sentiers, 7 circuits balisés, plus d'une centaine d'œuvres d'art à découvrir à pied, en VTT ou à cheval. Et comme vous le constaterez au cours de votre résidence, les gens d'ici savent recevoir les artistes. Je suis née dans la région. Vraiment? Oui. Ça sera possible de tirer des câbles électriques jusqu'au congélateur? Sur une distance raisonnable, oui, on peut. Il suffira de sélectionner des emplacements pas trop éloignés des villages. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant. En été, avec la chaleur, ce serait ennuyeux. Pas grave. Vous m'avez écrit que les œuvres éphémères étaient acceptées. Si mes sculptures se mettent à fondre, le sang imbibera de nouveau le sol, presque un siècle après le début des combats. Logique. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai songé à vous, Anne. Des sculptures de sang coagulé, une invention géniale. Je suis pas la première. Regardez Mark Quinn, son autoportrait intitulé Self. On raconte que celui-ci a fondu lorsque des ouvriers faisant des réparations chez Saatchi ont débranché le réfrigérateur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème lorsqu'ils ont vu l'hémoglobine couler sous l'appareil. Moi aussi, j'ai entendu cette histoire, mais je crois que c'est de la blague, une invention des journalistes. Un collectionneur aussi fameux que Charles Saatchi n'aurait pas laissé traîner une pièce achetée 13 000 livres au fond d'un banal frigo, non? Par ailleurs, Quinn refait un autoportrait tous les 5 ans. C'est un artiste obsédé par les liens entre la vie et la mort et la déchéance inéluctable de la matière. L'entropie. Mais quoi qu'il en soit, votre travail à vous, Anne, grâce au choix des sujets, apporte quelque chose de décidément nouveau. Un son neuf, pourrait-on dire. Sa passagère ne répond pas. Ils arrivent en d'une côte. Des éoliennes apparaissent, détachant leurs grandes pales blanches sur le gris du ciel, une armée d'éoliennes dressée sur le paysage vallonné jusqu'à l'horizon. Depuis qu'ils existent, Anne a toujours aimé ces engins. Ils évoquent pour elle les romans de science-fiction qu'elle dévorait du temps de sa première année à l'école des Beaux-Arts de Paris. Une phase de ses lectures qui n'a duré que peu de temps. Ensuite, elle est passée à autre chose. Il y a eu la phase Simon, la phase Modiano, la phase roman noir américain. La jeune femme préfère la poésie des villes à celle de la campagne, et les décors de la Meuse ne lui rappellent guère de bons souvenirs. La Peugeot quitte la voie sacrée pour une départementale qui suit le creux d'une combe entre des collines fortement boisées. À droite de la route, un filet d'eau serpente parmi les herbes. Aucune maison en vue. La route monte puis descend, découpant les bois, faisant surgir d'autres horizons, maussades et vallonnés, semblables aux précédents. Le conducteur accélère. La 406 a parcouru une quinzaine de kilomètres sans croiser un seul véhicule. Anne se rappelle que ce département est un des moins peuplés de France, comme s'il avait lu dans son esprit, Hermann Fritsch fait observer. C'est parce qu'il y a si peu de monde ici qu'on y installe des sites d'enfouissement de déchets radioactifs, à très grande profondeur naturellement. On parle d'un nouveau centre industriel de stockage géologique qui va être creusé à Bure. L'argile de la Meuse est très appréciée. Vous êtes pour? Le nucléaire?
Non, non. Atomkraft, nein, comme on dit chez nous. Ma remarque était ironique. J'ai milité chez les Verts dans mon pays. Anne s'est renseignée sur lui avant de venir. Le directeur du Vent des Tranchées a débuté dans le théâtre Underground à Stuttgart avant d'être invité à Lyon pour diriger le centre d'art et de théâtre contemporain La Délivrance, un ancien couvent transformé en friche artistique. Fritsch en a été viré avec perte et fracas, en raison d'un conflit avec la mairie et des lieux à la culture et au patrimoine, pour finalement rebondir ici, à la tête d'une expérience destinée à mettre l'art au cœur de l'été de 6 petits villages meusiens. Le projet a eu droit à des articles enthousiastes dans la presse nationale l'année précédente. La 406 pénètre dans une agglomération, un gros bourg que traverse de part en part une avenue bordée de maisons de style 18e. L'église, en travaux, disparaît sous des échafaudages. Le chauffeur trouve une place dans la rue principale et gare la voiture. Vous avez faim, Anne? À vrai dire, oui. Il fera meilleur lorsque vous reviendrez cet été. Suivez-moi, j'ai repéré une auberge un peu plus loin. Le bourg semble désert. Il passe devant une maison de la presse, une auto-école, un petit restaurant turc, une boutique de vêtements fermée pour cause de départ à la retraite. À côté, un magasin de lingerie. Dans la vitrine, Anne remarque des sous-vêtements féminins sexy de qualité. Elle songe un bref instant à faire des emplettes tout à l'heure avant de rejoindre la voiture. Non, pas en compagnie de Fritsch tout de même. Elle sourit. Il ne s'est pas arrêté pour l'attendre. Le directeur traverse la rue, pousse la porte du restaurant qu'il a sélectionné pour leur déjeuner. Un écriteau annonce « Formule spéciale samedi, 15 €. À droite, un bar tout en longueur et ses quelques habitués accoudés aux zinc. Vous avez réservé? Non. Non. Bon, alors suivez-moi, on a encore une... Anne s'assied contre le mur du fond, en face de l'Allemand. Elle observe les consommateurs les plus proches. Une femme remarquablement obèse. Son mari au teint rougeau. Un garçon d'une dizaine d'années, assez mignon. Le serveur arrive muni de son carnet pour noter la commande. Un grand gaillard gras, plutôt jeune, qui porte un gilet à carreaux. Aujourd'hui, le chef vous propose en entrée notre quiche Lorraine maison. Anne? Ça ira très bien. Ok, moi aussi. Ensuite, nous avons la pièce de bœuf accompagnée de ses pommes de terre. Anne, qui fut végétarienne à une époque, ne mange que très peu de viande. Elle lève poliment le doigt. Ça serait possible de remplacer la pièce de bœuf par... Le samedi, nous ne faisons que la formule. Si vous prenez la carte, je vous préviens, c'est 20 minutes d'attente. Anne le dévisage d'un air surpris. Son compagnon, lui, va ouvrir la bouche quand le serveur les abandonne brusquement pour faire face à l'autre commande. Je crains qu'on ne revoie pas de sitôt. Nous avons perdu notre tour. Ce samedi, il y a un monde fou. On aurait peut-être dû aller ailleurs. Anne? Excusez-moi, je pensais à autre chose. Ce type-là, le serveur, me rappelle vaguement quelqu'un, il y a longtemps. Mais je me souviens plus qui. Bon, d'ailleurs, je dois me tromper. Vous êtes déjà venu dans ce bourg? Non, jamais. C'est vraiment super, votre projet, Anne. Des bustes de sang coagulés réalisés à partir d'authentiques portraits de combattants de la Grande Guerre, issus de diverses archives, comme le Musée français de la photographie à Bièvre ou le Musée de l'armée. Des congélateurs spéciaux, parois de verre posées çà et là dans le paysage sylvestre, exposeront ces visages figés et rouges, pareils à des écorchés. Et avec le temps, les parties métalliques seront gagnées par la rouille et les moisissures. Les parois se fendiront, les vers et les insectes viendront se repaître des statues décomposées. D'où vous est venue cette idée? Oh, depuis que j'ai quitté les Beaux-Arts, le sang est la matière fondamentale et récurrente de mes œuvres. Vous avez rapidement été découverte par une des meilleures jeunes galeries parisiennes. Votre travail intéresse de plus en plus les grands collectionneurs d'art contemporain en France comme à l'étranger.
Et voilà, les quiches maison. Il y a quand même la manière de parler aux clients, monsieur. Je n'ai jamais vu ça. Monsieur? Mais enfin, j'ai juste signalé 20 minutes d'attente. De façon très agressive. Je vous en prie, c'est pas grave, ils sont débordés et moi je prendrai juste des frites. Les pièces de bœuf de monsieur, quelle cuisson? À point, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous buvez? Juste de l'eau, merci. Bon, pareil pour moi. Apportez-nous une carafe. Le gros type tourne les talons en haussant les épaules. Anne soupire avant d'entamer la quiche qu'on lui a servie. Celle-ci est particulièrement molle et grasse et n'a pas vraiment le goût d'une quiche lorraine, peut-être à cause de la moutarde qui l'imprègne. À vos souhaits. Le cuisinier y a été fort sur la moutarde. Ce n'est pas seulement ça. Au lieu des lardons, ils ont mis du thon et de la tomate. Ah, c'est vrai. Avouez que c'est plutôt comique. La quiche Lorraine maison, pourtant en étant Lorraine, il devrait savoir comment on les fait. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Du regard, Anne panoramique sur la salle du restaurant. La plupart des consommateurs sont des obèses, à l'exception de quelques enfants, d'une fragile vieille dame au cou orné d'un pendentif à crucifix, et de deux gaillards au crâne rasé, accompagnés de leurs copines à cheveux blonds et raides, vêtues de prêt-à-porter de style province. Tout ce petit monde correspond à merveille à la gastronomie du lieu, se dit-elle. J'ai causé au chef. Il peut vous faire, pour remplacer la pièce de bœuf, une fricassée de porc. Anne réfléchit. Si la fricassée est préparée avec autant de graisse que cette quiche, qu'elle peine à finir. Non, je vous remercie, c'est gentil. Peut-être éventuellement 2 ou 3 feuilles de salade? Levant les yeux, elle croise le regard de l'homme. Elle tressaille. Sa première impression se confirme. Elle a déjà rencontré cet individu quelque part, mais plus jeune. Elle l'étudie en plissant les paupières. Ce visage joufflu, empâté aux yeux pâles, est associé dans son esprit à un souvenir très ancien. Mal à l'aise, elle devine qu'il s'agit d'un événement pénible, honteux, enterré au fond de sa mémoire et qui se refuse à faire surface, bloqué quelque part dans son subconscient. Le serveur a disparu. Le brouhaha du restaurant devient pénible. Anne a chaud. Elle s'agite sur son siège. Vous vous sentez bien, Anne? Mais oui, ne vous en faites pas. Parlez-moi plutôt de vos artistes. Eh bien, un des résidents du centre a construit au milieu des champs une œuvre cubiste, un cabanon doté d'un canon anti-grêle capable de déplacer les nuages. Un autre fusionne et plie le métal pour créer en forêt un masque glouton, à la bouche et aux yeux grands ouverts, et qui invitera les promeneurs à préparer et à cuire des petits pains. Un troisième entend mesurer le ciel du vent des tranchées aux commandes d'un petit avion qui dessinera une architecture éphémère. Ah oui, intéressant. Il reste aussi des œuvres des 2 années précédentes. Un hibou en bois surgit d'une clairière, idole à laquelle les passants offrent un festin de pommes de pin. Surnommé le hérisson, une boule munie d'une dizaine de pics fait sursauter les excursionnistes lorsqu'ils arrivent en haut d'un champ. Vous verrez lorsque je vous ferai visiter tout ça. Au fil des années, nos œuvres s'affirment de plus en plus dans le paysage. Anne approuve vaguement, en silence. La serveuse boulotte est venue récupérer les quiches pas entièrement terminées. L'homme au gilet à carreaux débarque des cuisines avec les plats. La pièce de bœuf commandée par Hermann Frisch se révèle une mince tranche de steak plus ou moins calcinée. Les frites d'Anne sont accompagnées de feuilles de salade sans assaisonnement. Remarquez, je préfère. Les vinaigrettes dans les bistrots sont souvent assez redoutables. Hermann Frisch contemple son steak noirci, d'un air dégoûté. Vous aviez demandé à point, hein? J'y crois pas. Unmöglich. C'est de la semelle et totalement immangeable. Le cuistot s'est vengé. Le serveur lui aura expliqué que nous étions une table de râleurs professionnels. Ne riez pas, Anne. Il lui a surtout dit que j'étais un boche. Vous croyez? Vous seriez pas un peu parano? Elles sont pas si mauvaises, je vous assure, Herman. Je craignais bien plus gras que ça.
Tout va bien, messieurs, dames? La pièce de bœuf est bonne? Il faut oser tout de même. C'est immonde, mademoiselle, si vous voulez savoir. Immonde avec 2 M. Anne se recroqueville sur sa chaise. Les disputes sont ce qui la terrifie le plus depuis ce soir au bar du départ, S'il vous plaît, où le Herman. poing de son père a fait éclater le nez de sa mère, aspergeant la table de sang. Mais c'est parce que c'est vous. Alors, paraît qu'il y a réclamation? Anne pâlit. Fritsch lève la tête et déclare froidement: Oui, monsieur. Parce que ce que vous m'avez servi, c'est de la semelle. Vous avez demandé à point. C'est exact. Un steak à point, pas une semelle carbonisée. Et pour les desserts, vous suggérez quoi? Sur la formule... Tarte aux pommes ou glace? Aux pommes également, 2 boules. Je prendrai la tarte. Et vous, Herman? La glace, en espérant qu'elle ne sera pas aussi infecte que tout le reste. Quand on demande à point, on sert de la semelle. Personnage hallucinant. Serait-ce une vision hyper réaliste de la France profonde? My God, il faut venir jusqu'ici pour voir ça. Le serveur a traversé la salle au lieu de retourner aux cuisines. Anne le voit parler aux clients qu'accompagnent les 2 blondes mal fagotées, les 2 costauds, aux cheveux très courts. Son intuition lui souffle que ceux-là ont voté Front National aux dernières élections. Un choix pas si minoritaire dans le département, se souvient-elle. C'est la femme boulotte qui lui apporte son dessert. Une très modeste portion de tarte paraissant venir tout droit d'une boulangerie de base, située probablement au coin de la rue. Après 2 bouchées, Anne repousse son assiette. Si elle en croit les signaux d'alerte émis par son foie, sa capacité maximum d'absorption de sucre vient d'être explosée. La serveuse revient pour déposer la glace aux pommes devant Fritsch. Un grand verre à pied, avec, tout au fond, 2 minuscules crottes d'un verre pâle industriel, partiellement liquéfié. Ça suffit. Épouvantée, Anne voit l'Allemand jaillir de sa chaise pour foncer vers les cuisines. Quelques secondes après, lui parviennent des éclats de voix. Depuis sa place, elle aperçoit les clients du bar qui haussent le col pour leur dire quelque chose se passant sur la gauche. Des consommateurs dans la salle se sont retournés, tandis que les conversations ralentissent. Hermann Fritsch réapparaît, avance à grande enjambée le long du zinc en direction de la sortie. Une voix fuse depuis les cuisines. Anne finit son verre d'eau, se lève, reprend son sac. À travers la baie vitrée, elle distingue le directeur du vent des tranchées. Il a relevé le col de son blouson et allumé une cigarette, se balançant d'un pied sur l'autre sous la pluie. Anne croise le serveur. Je pourrais vous régler l'addition? Alors vous ne devez rien. On n'en veut pas de votre fric. Bien répondu, Elliot. Ouais, bien répondu, Elliot. Bien. Oh. Anne se fige. Elliot. Poussant la porte en verre, elle rejoint Fritsch sous l'averse. Je suis navré, Anne. Elle ne répond rien. Sonnée, elle marche en direction de la voiture. L'Allemand jette sa cigarette et lui emboîte le pas. La Peugeot passe au ralenti devant le restaurant et gagne la sortie du bourg. Vous m'en voulez? Pourquoi? Vous ne dites rien depuis que nous sommes sortis de ce torboyau. Arrêtez-vous. Vite. Surpris, l'obtempère se gare sur l'accotement. La pluie a cessé. Anne se précipite à l'extérieur du véhicule, vacille sur la terre meuble, s'agenouille pour vomir. Fritsch a quitté l'habitacle à son tour et l'observe à distance, désemparé. Anne a sorti de son sac à main une pochette de mouchoirs en papier et s'essuie la bouche et le menton. Elle revient s'asseoir sur son siège. Je suis vraiment désolé de vous avoir entraîné dans un endroit aussi dégueulasse. Cuisine à vomir, alors c'est normal que... Non, c'est pas ça. Pardon? Pas la nourriture. C'est ce type, le serveur. Je le connais. Hein? C'est une vieille histoire. J'avais 10 ans. Vous voulez l'entendre? Je vous préviens, c'est glauque. Hein. Allez-y, racontez-moi. Ok. Mon père, à l'époque, était déjà parti avec une femme.
laissant ma mère seule gérer le bistrot et les chambres à louer. Le bar du départ, ça s'appelait. Plutôt bien nommé, comme vous le comprendrez lorsque j'aurai fini. Quand je revenais de l'école, j'aidais ma mère à servir. Un samedi soir, environ une semaine avant les fêtes de Noël, 2 clients sont entrés. L'un était déjà complètement saoul. Son nom, on l'a su plus tard, était Jacques Gilbin. Son camarade, un type sérieux et discret, qui lui n'était pas ivre, se nommait Jean-Paul Tissandier. Un ouvrier soudeur. Il venait de Marseille, d'où son entreprise l'avait envoyé travailler sur un chantier de parc de stockage de produits pétroliers, pas loin d'ici. Ce soir-là, il s'est installé devant le jukebox, pendant que son collègue Gilbin faisait du raffut, parce que ma mère refusait qu'on le serve, vu son état, et il commençait à casser des verres. Il a voulu gifler la serveuse. Ma mère a appelé la police. Un car est arrivé, 5 flics sont venus embarquer Gilbin et Tissandier, lequel était resté très calme et n'avait commis aucun dégât. Au poste de police, les 2 hommes ont été enfermés séparément au sous-sol dans des cellules en ciment. Les cellules de sécurité, là où on laisse mariner les agités et les pochards. Jean-Paul Tissandier en est sorti le premier, vers 11h30 du soir, sur une civière, mort. Mort de quoi? Officiellement, suicide. Un brigadier qui faisait une ronde devant les cellules a vu que la tête de Tissandier apparaissait dans l'ouverture d'aération. Il est entré, enfin c'est ce qu'il a dit, pour dégager le prisonnier, qui se trouvait pendu, la tête coincée dans l'ouverture, la nuque à angle droit par rapport au tronc et les jambes pendantes dans le vide. Le corps était encore chaud selon les flics de service ce soir-là. Un fourgon de police secours l'a transporté aux urgences du centre hospitalier. L'interne a constaté un début de rigidité cadavérique, indiquant que la mort remontait à plus d'1 heure. Il a trouvé cette histoire bizarre, refusé le permis d'inhumer et prévenu son directeur, lequel a confirmé le refus. Les policiers se sont rendus à un autre hôpital, situé à une 50aine de kilomètres de là, à la recherche d'un médecin légiste qui accepte de signer le permis. Coïncidence. Ce docteur-là était le gendre d'un brigadier du poste où a eu lieu le décès. Pratique. Oui. Le médecin a conclu que Tissandier avait succombé à une hémorragie intrapulmonaire. En proie à un malaise progressif et rapidement fatal. La victime se serait hissée jusqu'à la lucarne et y aurait passé la tête. L'autopsie n'a pas révélé de traces de violence, de coups ou de blessures quelconques. Il y avait juste de petits hématomes sur le côté droit du cou et des érosions superficielles des phalanges de 3 doigts de la main droite. Cela pouvait s'expliquer par les contacts du cou et des doigts avec l'arête vive de la lucarne d'aération. Le patron de Tissandier, averti par les gendarmes, est venu voir la cellule où était mort son ouvrier. Elle était fermée pour cause de travaux. L'autre soudeur, Gilbin, avait été libéré, le visage tuméfié. Il marchait avec difficulté. Il ignorait la mort de son camarade. Et les policiers n'avaient même pas prévenu les parents de Tissandier du décès de leur fils. Lorsqu'ils sont arrivés finalement de Marseille, le commissaire qui les a reçus ne leur a accordé que 10 minutes pour leur dire qu'ils étaient les parents d'un ivrogne. Et que s'ils ne se taisaient pas, il les mettrait dehors, je cite, avec son pied quelque part. Quand je pense que le terme de nazi est en général réservé à mes seuls compatriotes. La tante de Tissandier a écrit à la Ligue des droits de l'homme, laquelle a demandé à sa section locale de faire une enquête sur place. L'instruction pénale avait été close par un non-lieu normal, puisque les enquêteurs étaient précisément les policiers de la ville. Le commissaire, sentant sa thèse de suicide fragile, parlait maintenant de tentative d'évasion qui se serait terminée tragiquement. Mais de toute manière, il était impossible, vu la configuration de la cellule, avec ses murs lisses, d'effectuer par soi-même une traction permettant d'amener sa tête à la hauteur d'une minuscule lucarne de 16 cm située à 2,14 m du sol. Les journaux, avec un certain retard, ont commencé à poser des questions. Les graves lésions et hémorragies internes révélées par l'autopsie pouvaient être la conséquence de coups portés dans les parties molles du corps, sans laisser de traces visibles à cause de l'épaisseur des vêtements. Un journaliste a retrouvé Gilbin, a réussi à le faire parler. L'ouvrier a raconté qu'à peine monté à l'intérieur du car, les policiers avaient commencé à le cogner, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il a repris connaissance au commissariat. Il saignait de la bouche, avait une lèvre fendue. Il a pensé à cracher du sang sur le mur de sa cellule afin de laisser une preuve. Il a pu communiquer avec Tissandier. À
travers le mur de séparation. Son ami plaisantait, ne paraissait absolument pas déprimé. Il était calme. Gilbin s'est endormi. À 22h30, des policiers sont venus le changer de cellule. L'ont monté dans une cage de garde à vue au rez-de-chaussée. Plus tard, ils l'ont ramené dans sa cellule du sous-sol. Gilbin y est resté jusqu'au lundi en fin d'après-midi, où on l'a interrogé. Il pensait que son camarade avait été libéré avant lui. Quand il a demandé de ses nouvelles, on lui a répondu « Il travaille ». Gilbin a été mis à la porte du commissariat sans plus d'informations. Et le juge d'instruction ne l'a jamais convoqué pour entendre sa version des événements. Ah là, je crois qu'il faut que je tourne à gauche. Oui, il y a un panneau, une direction Pierrefitte sur R. Et notre serveur dans tout ça. J'y viens. 2 jours après la mort de Tissandier, ma mère a été convoquée au commissariat. Elle y a signé une déposition. Quelques jours plus tard, 2 policiers sont entrés dans le bar. L'un d'eux, le plus jeune, était le gros type qui nous a servi à déjeuner. Quoi? Vous êtes absolument sûr? Tout à l'heure, en quittant le restaurant, j'ai entendu qu'on l'appelait Elliot. Pas très courant en France. C'était il y a 20 ans, mais je n'ai pas oublié le nom. Ce jeune flic m'examinait curieusement l'après-midi où lui et son collègue sont venus au bar du départ poser des questions, sur un ton brutal et autoritaire. Ils se sont renseignés sur les gens à qui ma mère louait des chambres. Puis ils l'ont embarquée au commissariat, où elle a été interrogée jusqu'à minuit. Ils voulaient savoir si Tissandier s'était battu dans le bar le soir du drame. Ma mère a dit non, qu'il était resté très calme. Alors les flics se sont fâchés. Ils ont accusé ma mère d'héberger une prostituée. C'est vrai qu'il y avait une fille chez nous, Denise Gessler, qui était très maquillée et dont ma mère me disait, l'air gêné, qu'elle avait une mauvaise vie. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, moi. Je l'aimais bien, Denise. Elle m'achetait toujours des carambars. Et puis j'étais triste pour elle que sa vie soit mauvaise, qu'elle ait tiré le mauvais numéro. D'ailleurs, elle ne ramenait jamais d'hommes dans sa chambre. Elle faisait ses affaires dans d'autres bars et hôtels. C'était totalement injuste, invraisemblable, d'accuser ma mère de proxénétisme. Pourtant, les policiers, après l'interrogatoire, l'ont enfermée elle aussi dans une cellule. Ma mère a protesté qu'on ne pouvait pas la garder toute la nuit, alors que sa fille était seule à la maison. Ils ont répondu qu'ils enverraient quelqu'un s'assurer que j'allais bien. Ils ont envoyé Elliot. Moi, depuis que j'avais vu partir ma mère dans le fourgon de police, j'étais folle d'angoisse. Je ne pouvais pas dormir. Je m'imaginais que le téléphone allait sonner pour m'annoncer que ma mère aussi avait introduit sa tête dans la lucarne. Que ça avait déclenché des hémorragies internes et qu'elle était morte. Le cou à angle droit et les jambes pendantes comme le pauvre Tissandier. Quand on a sonné et que j'ai vu le policier en uniforme, tout seul, sans ma mère, j'ai cru que ça y était. J'ai ouvert en m'efforçant de ravaler mes sanglots. Le jeune flic m'a emmené dans la cuisine. Ma mère allait bien, a-t-il dit. On l'a gardé seulement pour lui poser des questions supplémentaires, pour complément d'enquête. Sans demander la permission, il a fait chauffer de l'eau pour le café. Il s'est assis à la table pour boire. Il m'a demandé si j'en voulais aussi. J'ai secoué la tête. Je ne comprenais pas pourquoi ce policier s'installait, faisait comme chez lui. Il a souri et m'a dit de m'approcher, de s'asseoir sur ses genoux. Mon Dieu. Et après? Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mon esprit a fait un blocage sur le sujet. C'est encore verrouillé à l'intérieur de ma tête. Si j'allais consulter un psychanalyste, je suppose que tout finirait par ressortir un jour ou l'autre, mais j'en ai aucune envie. Je me rappelle quand même quelque chose. Une simple phrase qui m'a frappée au point que je n'ai jamais réussi à l'oublier. Une phrase stupide, dont je saisissais mal le sens et que je n'ai comprise que beaucoup plus tard. Il a dit, en levant son majeur et en rigolant, « Tonton Elliot, il va t'emmener au 7e ciel avec un seul doigt. » Ma mère n'est pas rentrée le lendemain. On l'a présentée au parquet. Le juge d'instruction a parlé de proxénétisme, lui a expliqué qu'elle risquait de 2 à 5 ans de prison.
On l'a écrouée à la maison d'arrêt de Toul. Elle y restait 3 semaines. Moi, je suis allée habiter chez mes grands-parents à Saint-Mihiel. Lorsque ma mère a été remise en liberté, le commissaire lui a signifié que son établissement était fermé pour une durée de 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, elle est passée devant le tribunal correctionnel. On l'a condamnée à 6 mois de prison avec sursis et a payé 800 francs d'amende. En plus, ma mère a été déchue de ses droits civiques pour une durée de 2 ans. Et ça, c'était le pire. Sa licence de débit de boisson lui était retirée définitivement. Quand j'entrais du collège, je la trouvais en train d'errer à l'intérieur de son café vide, au volet fermé. À fumer cigarette sur cigarette. Depuis près de 20 ans, elle avait géré avec mon père plusieurs cafés dans la ville et n'avait jamais eu la moindre contravention. Quant à l'affaire Tissandier, l'ordonnance de non-lieu signée par le juge a été confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel. C'est dégueulasse. On a fini par vendre le café et les chambres, mais à perte car la maison avait acquis mauvaise réputation depuis le fait divers, dont on avait beaucoup parlé dans les journaux. Nous sommes allés à Paris. Et votre mère, elle vit encore? Non. Elle est morte d'un cancer en 1996. Anne, que diriez-vous si on y retournait? Pardon? J'ai une envie folle d'aller casser la gueule à votre Elliot. J'ai fait du karaté, vous savez, et de la boxe. Vous n'y songez pas? Si. Ne faites pas ça, Herman, je vous en supplie. Continuons, d'ailleurs, vous gênez. Que j'aille se faire foutre. Il reprend néanmoins de la vitesse. Sa passagère jette un coup d'œil en arrière. Une Citroën Saxo grise à laquelle manque une partie du pare-choc. 2 types occupent les sièges avant. Des jeunes au crâne rasé, aux larges épaules. Anne éprouve l'impression désagréable qu'il s'agit des 2 clients du restaurant où ils ont mangé ce midi, ceux à qui Elliot est allé parler lors de l'incident, sans leur copine blonde cette fois. Mais c'est quoi ce crétin? Ne vous arrêtez surtout pas, Herman. Accélérez. Ça va, vous les avez un peu distancés. Nous sommes à combien de kilomètres de la résidence? Entre 10 et 15. Ce genre de choses arrive dans le coin? Oui, ça arrive parfois. Les jeunes s'ennuient, ils ont besoin de distraction. La presse a parlé d'une série récente de rodéo. Rodéo? Le petit jeu d'envoyer des voitures valser dans le décor. Le dernier accident a fait 2 blessés graves. 2 filles qui rentraient de boîte un samedi soir. Elles sont à l'hôpital souffrant de multiples fractures. Les gendarmes n'ont pas encore retrouvé les coupables. Les gendarmes. Votre ceinture est bien attachée, Anne? Le front de l'Allemand est luisant de sueur. Anne jette un œil au tableau de bord de la Peugeot. L'aiguille du compteur oscille entre 110 et 120. La route n'est pas très large, mais coupe en ligne à peu près droite à travers le paysage de vallons et de sous-bois. Dans la terre, se rappelle Anne, on ramasse encore des éclats d'obus, des baïonnettes, des casques rongés par la rouille. Parfois, on retrouve aussi des ossements. Elle se retourne. Le saxo se rapproche. La jeune femme tente de déchiffrer la plaque minéralogique. Elle voit le passager de la Citroën se déplacer vers sa fenêtre, puis se pencher à l'extérieur. Il tient un objet dans sa main droite qu'il pointe à présent vers la voiture du directeur du Vendée Tranchée. Anne a l'impression que c'est une carabine. Je crois qu'il va nous tirer dessus. Baissez-vous, Anne. Mais... C'est un fusil de chasse, un semi-automatique calibre 20, il me semble. Mais bon Dieu, faites ce que je vous dis. Sa passagère obéit, secouant la tête. Elle n'arrive pas à se persuader que tout cela est vrai. Ce matin, elle se réveille dans son petit appartement du 3e arrondissement, avalant en vitesse un bol de céréales complète, une tasse de thé. Elle s'est habillée, a pris le métro. Dans sa voiture, ligne 4, un accordéoniste enchaînait les vieux succès. So Were the Days, Les yeux noirs, Les amis mucho. L'homme était coiffé d'une casquette à carreaux noirs et blancs. Anne a cherché dans son porte-monnaie, n'a trouvé que quelques pièces jaunes, les a tendues au musicien en s'excusant. Leurs regards se sont croisés. L'homme a souri. Puis elle est descendue à la station Gare de l'Est pour prendre son TGV, dans l'intention de visiter une résidence d'artistes, des villages tranquilles à la campagne, se balader en parlant d'art contemporain, pas devoir ressurgir un cauchemar d'enfance, ni d'affronter des ploucs au crâne rasé, armés de fusils. Mais baissez-vous plus que ça! Y a pas un village à proximité? Non!
Vous savez, c'est un des départements les moins peuplés de France. On peut rouler des dizaines de kilomètres sans apercevoir un homme ou un toit. Seulement des oiseaux, des buses, des corneilles. Et si vous jouez de malchance, vous pouvez aussi rentrer dans un sanglier. Ils nous ont touchés. Non, non. C'est le bruit qui m'a fait sursauter, c'est tout. Je suis désolé. Arrêtez d'être désolé. Concentrez-vous sur votre conduite. La route pénètre sous le couvert d'une forêt. Les trompales défilent à toute vitesse des deux côtés du véhicule. Celui-ci entame un large virage vers la gauche. La force centrifuge repousse Anne contre la portière. C'est vrai, les derniers avant les hameaux où sont installés les locaux du vent des tranchées. Il n'y a personne au bureau aujourd'hui. Dès que je pourrai, je vais rentrer dans une cour de ferme. Téléphoner aux gendarmes. Vous avez pu lire les numéros de la plaque? Oui, je crois. Enfin, mais je vais sûrement l'oublier. D'ailleurs, il est probablement faux. Il reste combien de kilomètres? 3 ou 4. La 406 se met à zigzaguer au milieu de la chaussée. Anne sent que l'arrière gauche du véhicule s'est affaissée. La jante racle le bitume. Hermann Fritsch se cramponne à son volant. La Peugeot quitte la route. Anne se redresse sur son siège. Elle hurle en voyant le tronc de l'arbre qui se jette contre le pare-brise. Elle met les mains devant son visage pour se protéger. Il s'agit de Anne Chamberlain, sculptrice, 31 ans, née à Bar-le-Duc et domiciliée à Paris. Selon un employé du centre artistique Le Vent des Tranchées, son directeur, également décédé dans l'accident, devait aller chercher la jeune femme à la gare de Bar-le-Duc pour la ramener à Pierrefitte. Lors de l'incendie qui a suivi le choc de la Peugeot 406 contre un arbre, les papiers des occupants ont été détruits, retardant l'identification de la passagère. Un employé de l'établissement, ancien gardien de la paix et qui se souvient d'avoir servi le couple, a confirmé que M. Fritsch et sa compagne avaient bu une bouteille entière de vin rouge puis commandé des digestifs. M. Fritsch, en état d'ébriété manifeste, aurait quitté les lieux en insultant le personnel et les clients. Le cuisinier et plusieurs habitués du restaurant ont confirmé ce fait. Le taux d'alcoolémie du conducteur n'a pu être mesuré en raison de l'état de carbonisation du corps. La gendarmerie signale son intention de redoubler de vigilance contre l'éthylisme au volant et de renforcer les contrôles routiers dans la région où l'insécurité routière s'est néanmoins révélée. Hématome de Romain Slocombe. Avec Noël Simsolo le narrateur, Luce Mouchel Anne, Bernard Bloch Hermann et Patrice Bornand, Sophie Bourrel, Philippe Bautier, François Copin, Adèle Gel. Bruitage Frédéric Antoine. Prise de son, montage et mixage Jean-Louis Deloncle, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation Pauline Ziadé. Réalisation Jacques Taroni.